Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Allô ma chérie! Comment ça va? Ça va tellement bien avec le retour du soleil au Québec. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a rien qui excite plus un Québécois que plus 10. On sort en short. C'est exactement ça. Je revis de ne plus voir de neige dehors et je revis de voir les rayons du soleil. Ça fait tellement du bien au moral. Vraiment. C'est là qu'on voit que la vitamine D, mesdames et messieurs, ce n'est pas une, comment je te dirais, une illusion. Supercherie. C'est pas une supercherie, Vraiment. Exactement. Ça fait vraiment une différence pour se sentir de bonne humeur, léger. J'étais trop contente, j'ai remis ma crème solaire ce matin. Bon, vous me direz qu'il faudrait en mettre à tous les jours, peu importe le jour de l'année. Mais pour moi, c'est le début de l'été de me tartiner le visage. Ouais, c'est symbolique. Et puis même, je te dirais que moi aussi, j'en ai mis cette semaine et rien que de sentir, je l'imaginais déjà au bord de la piscine et tout ça. Donc, Oui. C'est un bel ancrage, l'odeur de la crème solaire qui fait penser à l'été. Absolument. Et puis, ça part bien aussi l'épisode d'aujourd'hui sur les 7. Pourquoi ça part bien cet épisode-là? Ça partirait bien n'importe quel épisode, juste pour répondre à cette question. Mais avant de se lancer, on veut vous rappeler, comme d'habitude, que nous offrons des consultations privées ou de groupe à Montréal ou sur la Rive-Sud en personne. Ou encore, on fait bien sûr des consultations virtuelles, donc par lien Google Meet, si jamais vous aimeriez être accompagné dans des périodes peut-être de repositionnement, de doute. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous pour ce que l'on appelle en toute humilité des petites session de tarot-thérapie, où est-ce qu'au final, on espère planter des petites graines, des nouvelles idées, et ensuite que vous repartiez et que vous fassiez un peu l'inventaire par vous-même de ce qui vous intéresse, de ce que vous aimeriez reconsidérer. Donc, voilà. Oui, puis j'aime bien que tu parles de tarot-thérapie. C'est vrai qu'on n'a jamais forcément utilisé ce terme, mais Non. c'est exactement ça qu'on fait. En fait, nous, on n'est pas dans la fatalité, donc si jamais vous décidez d'aller de l'avant avec nous pour une consultation de tarot, on n'y va pas en vous disant c'est ça qui est ça. On va vous dire c'est ce qui peut se passer, maintenant comment on l'aborde, puis on pose la question qui va sous la question pour pouvoir être constructif dans nos tirages et pas vous enfermer dans des choses qui soient des fatalités, qui soient désagréables à entendre. Oui, il peut y avoir des choses qui ressortent qui soient peut-être pas tout à fait ce que vous aviez envie d'entendre, mais on va être constructif dans la manière de l'apporter. Ça, on met vraiment un point d'honneur là-dessus dans nos tirages et puis on essaie justement d'aller trouver des solutions, de ne pas être juste dans les faits. Absolument. Le but aussi dans notre façon de communiquer sur le tarot, c'est de vous encourager aussi à utiliser l'outil, bien sûr, pour vous amuser, mais surtout aussi comme outil de développement personnel. Exact. Donc voilà qui est dit, on va commencer à décortiquer justement la suite des 7. Donc si vous êtes familier avec les épisodes précédents qu'on a fait sur les arcanes mineurs, il va se décortiquer de la même façon, c'est-à-dire qu'on va parler des 7 d'une manière générale et ensuite on va aller un petit peu plus en détail dans chaque carte, donc en commençant par les bâtons, puis les coupes, puis les épées et on finit par les deniers. Tout à fait. Donc, quand on arrive au chiffre 7, on vient tester la solidité du rééquilibrage qu'on a découvert au 6. Donc, si vous vous souvenez, au courant des 2 derniers épisodes, on a parlé vraiment d'une énergie dans laquelle on se retrouve en communauté. Donc, on a le 5, où est-ce qu'on est avec d'autres gens. Ensuite, on a le 6 qui amène aussi certains choix ou qui vient vraiment nous inviter, en fait, à communiquer avec les autres, mais vraiment avec le cœur. Et là, quand on parvient au 7, on n'est plus dans cet apaisement. On rentre dans une remise en question, un positionnement, un défi intérieur, parfois extérieur, puisque le 7 est associé à la carte du chariot. Donc, si vous avez eu la chance d'écouter l'épisode du chariot, si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, on vous encourage à aller l'écouter. Bien, dans la carte du chariot, le prince ou le soldat était vraiment déterminé à avancer en équilibrant son monde rationnel et son monde émotionnel, qui était symbolisé par 2 chevaux qui semblaient tirer dans des directions opposées. Donc, il avait vraiment cette détermination-là à avancer seul et il était convaincu que sa volonté lui permettrait d'atteindre ses objectifs. Donc, quand on arrive au 7 dans les mineurs, c'est cette énergie-là qui va vraiment infuser chacune des cartes. C'est de se dire comment est-ce que j'utilise ma volonté personnelle pour parvenir à mes objectifs. C'est parfait. Et puis juste pour expliquer pourquoi on l'associe justement à la carte 7 du chariot, c'est parce que c'est l'arcane majeur numéro 7.
Donc Oui. en fait, chaque suite d'arcanes mineurs, donc de 1 à 10, va correspondre à l'arcane majeur dont c'est le numéro. Donc comme l'épisode précédent vous a présenté le 6, c'était les amoureux. Et bien là, on passe au chariot avec le 7. Merci de l'avoir ajouté, Shay. C'est vrai que c'est très important à souligner. Pour nous, ça semble évident, mais au moins, comme ça, si vous prenez le podcast en cours de route, vous comprenez pourquoi on l'associe à une arcane majeure. Tout à fait. Donc voilà, le 7, c'est un moment de tension, possiblement intérieure ou extérieure, et c'est vraiment là où est-ce qu'on va commencer à déterminer où est-ce qu'on souhaite investir notre énergie. Alors, est-ce qu'on croit suffisamment en nous, en notre stratégie pour pouvoir maintenir notre position? Alors, si on y va avec le décortiquage symbolique de chacune des cartes et qu'on commence avec le 7 de bâton, si vous sortez la carte, vous remarquerez immédiatement qu'il y a un personnage qui est surélevé sur ce qui semble être une petite colline. Le ciel est bleu, il semble repousser ou se défendre vis-à-vis de 6 bâtons qui semblent venir vers du lui. bas, exact, qui semblent l'attaquer. Et une particularité, c'est qu'il a 2 chaussures qui sont différentes. Donc, c'est comme s'il était un peu soit pris par surprise ou qu'il ne sait pas exactement peut-être sur quel pied danser. Absolument. Puis en fait, j'avais lu aussi que c'était la carte, si on veut résumer ça en une phrase, des haters. Ok. Parce que justement, il y a ces bâtons qui viennent l'attaquer, donc ils sont quand même à 6 sur une personne, c'est beaucoup. Donc c'est vraiment une carte qui va symboliser justement l'esprit de défense, mais aussi l'esprit de courage si on se place du point de vue de la personne qui reçoit la menace. On parle aussi d'affirmation de soi et de résistance, parce qu'il faut quand même du courage pour pouvoir résister face à 6 assaillants. Absolument. Puis c'est un set qui est très inspirant parce qu'on sent que le personnage, même si il a des assaillants qui sont nombreux, il semble quand même être en position de force, c'est-à-dire qu'il est quand même au-dessus, donc on sent qu'il ne va pas nécessairement céder, mais qu'il a une opposition ou une pression qui est quand même importante. Complètement. Puis tu vois, j'avais lu aussi en préparant l'épisode que si on fait une rétrospective et qu'on repense au 6 de bâton, le 6, c'est un personnage qui revient, qui est un petit peu sur son piédestal, justement. Il est acclamé par la foule. Oui. Et là, en fait, les bâtons le font tomber de son piédestal. Tout à fait. Donc, on n'est vraiment pas sur la même énergie où là, il y avait de l'acclamation, de la reconnaissance. Là, forcément, les personnages sont passés par cette reconnaissance, mais c'est pour ça qu'ils viennent l'attaquer. Exact. C'est que les autres, pour différentes raisons, ça peut être par exemple la jalousie. Justement, Crésanne, dans son livre pour le tarot du Light Seers, elle explique que souvent, quand on est dans une énergie du 7 de bâton, c'est qu'on a quelque chose qui nous met un peu en évidence. Oui. Donc, c'est pour ça aussi, l'espèce de métaphore de la montagne, c'est que le personnage, il est en évidence soit par ses accomplissements, soit par ce qu'il a acquis, soit par ses connaissances, et les autres sont en mesure de le repérer, et ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie. Ils veulent faire tomber ce personnage-là pour pouvoir prendre ce qu'il a au final. Exactement. Donc, on est vraiment dans une énergie de combat. Et si on y va justement avec des mots-clés, Shay, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit quand on voit cette carte? Au-delà du fait que c'est la carte des haters, ça c'est vraiment à retenir. On va parler d'affirmation, de courage, de défense, mais aussi de persévérance. Et si vous tirez la carte en version inversée, donc la tête à l'envers, ça c'est vraiment à votre discrétion si vous utilisez cette méthodologie, mais ça peut apporter d'autres pistes. Donc si elle est en énergie inversée, on y va avec justement des idées d'épuisement, de surdéfense ou bien encore de combat qui soient inutiles. Je dois avouer aussi que pour moi, cette carte-là, elle peut avoir, disons, différentes significations. Déjà, si la personne, elle ne sent pas nécessairement recevoir du hate, ou en tout cas de l'opposition de l'extérieur, pour moi, c'est une carte qui peut aussi représenter la maîtrise de soi que l'on tente de garder sur, entre guillemets, peut-être des envies ou des pulsions inférieures, entre guillemets. C'est comme si le bâton du dessus, ça représente un peu le couvercle qu'on essaie de garder sur, voilà, toutes les pulsions qu'on pourrait avoir qui nous viendraient un peu d'en dessous. Et puis, ça peut aussi représenter, je trouve, parfois une énergie où est-ce que soit une personne externe à nous va être très défensive ou sinon, elle va avoir tendance à vouloir rabaisser les autres. Parce que comme elle est justement dans une position de pouvoir le faire, clairement, avec l'imagerie, je me dis des fois, peut-être que ça peut être une personne qui profite du fait qu'elle a cette hauteur-là, soit par les connaissances ou soit peut-être par un avantage quelconque qu'elle ait, pour rabaisser.
Exactement. Puis comme tu l'as dit juste avant, là, pour l'exemple de faire descendre ses pulsions, faut pas oublier qu'on est sur l'énergie du bâton. Donc le bâton, c'est tout ce qui est passion, mais passion mis au négatif, ça peut être des pulsions aussi. Donc ça fait vraiment beaucoup de sens de l'interpréter comme ça aussi. Si on n'est pas dans une dynamique, hein, c'est toujours, quand on fait un tirage, c'est toujours de voir c'est quoi la question générale, puis ça, on va pouvoir le voir avec notre mise en pratique. Mais c'est toujours de voir dans quelles circonstances on le tire pour pouvoir interpréter la carte au mieux. Tout à fait. Donc, si on y va avec nos significations dans chacune des 3 grandes sphères que l'on aime mettre en lumière, premièrement, au niveau relationnel, bien sûr, sans surprise, on va ici parler de poser des limites personnelles. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, le fait que le personnage ait des chaussures qui soient différentes, ça pouvait faire allusion au fait que la personne se sente peut-être prise de court. C'est comme si, soudainement, alors qu'elle n'y s'y attendait pas, les gens ont commencé à essayer de la faire tomber et puis elle a juste eu le temps de mettre 2 chaussures dépareillées pour courir à aller défendre son territoire, entre guillemets. Donc, ça peut aussi indiquer justement le besoin, des fois, de changer de stratégie. Et puis, le fait que son habillement aussi soit coloré différemment. Les pantalons, le fait qu'ils soient comme rouge, cuivré, ça peut montrer justement la passion, la détermination à maintenir sa position. Et au niveau finance, je pense que ça parle quand même de soi, c'est de défendre ses acquis, en fin de compte, on est au-dessus de la... On est en position de force là dans la carte, et puis ça serait de défendre justement ce qu'on a dûment acquis. Absolument. Pour ce qui est du développement personnel, les questions que l'on puisse se poser, bien sûr, on peut se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de défendre? Est-ce que le combat en vaut la peine? Où est-ce que je dois m'affirmer, affirmer mes limites? Et puis, j'aimerais rebondir sur ces questions-là pour parler d'un podcast qui s'appelle Learn and Memorize Tarot. C'est super parce qu'en fait, ce sont des leçons d'à peu près 3 minutes de tarot pour chacune des cartes. Et dans l'épisode sur le 7 de bâton, elle mentionne un fait qui est très important, c'est que le ciel derrière le personnage, il est bleu quand même. Donc, on a vu dans le tarot qu'en fonction des énergies, parfois on va avoir un ciel gris, un ciel sombre, puis ça nous parle vraiment du mood, entre guillemets. Alors que là, ici, ce qu'on peut se poser comme question aussi, c'est justement d'être à la défensive. Est-ce que des fois, peut-être que je suis en train de m'en faire pour rien? Parce que le ciel, il est bleu, donc c'est pas comme si nécessairement il y avait un gros risque, en fait, à ce que je sois peut-être, entre guillemets, détrônée. Et puis, justement, le ciel bleu, c'est aussi l'indicateur que peu importe les gens qui vont essayer de t'attaquer, si tu es persévérant, tu vas maintenir ce que tu as acquis. Exactement. Donc voilà pour Dev Perso. Puis pour le côté astrologique, sans surprise, on poursuit sur le signe du lion parce que comme on l'a dit, les 5, 6 et 7 correspondent au signe fixe du zodiaque. Et cette fois-ci, on se retrouve dans la planète Mars. Donc la planète Mars, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la planète de la défense, de la protection, de la guerre. Et quand on a cette combinaison très flamboyante de 2 signes de feu, eh bien ça vient vraiment nous parler justement de l'énergie du lion qui nous parle de la dignité personnelle, de la confiance en soi, de l'ego, du respect qui va entrer dans une énergie, entre guillemets, de guerre. Donc, c'est vraiment de maintenir sa position fermement et puis de ne pas laisser personne venir remettre en cause qui on est, ce que l'on veut, what we stand for, entre guillemets. Complètement. On a fait le tour pour le 7 de bâton? Je pense bien que oui. On y va avec le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, le titre qu'on lui a trouvé, c'est l'illusion et le choix. Si vous regardez la carte, vous allez voir qu'il y a un personnage qui fait face à plusieurs coupes qui sont flottantes et qui contiennent différentes visions. Donc ça, moi j'avais lu que ça pourrait correspondre justement à des illusions aussi, à des rêves de personnages. Donc c'est quand même une dynamique un petit peu qui est au niveau de la multiplicité des choix, mais aussi de ces fantasmes qui peuvent le mener à des confusions. Parce qu'il pense qu'il a le choix entre plusieurs choses, mais pas forcément. Oui, puis c'est vrai que, comme tu le mentionnes, il y a plusieurs options. Certaines semblent très intéressantes, alors que d'autres font peut-être un peu peur. Puis comme on est vraiment dans l'énergie des coupes, on est dans l'émotionnalité. Donc, comme tu dis, beaucoup dans cette espèce de fantasme où est-ce qu'on est en train de rêvasser et on est en train de s'accrocher aux réactions émotionnelles qu'on aurait vis-à-vis chacun des scénarios. Donc, c'est là où est-ce que ça devient un peu complexe parce qu'on ne se fie pas toujours à la réalité concrète, tangible,
mais on y va vraiment avec « Ah, ça, ce serait tellement bien » ou « Ah, ça, ce serait terrible ». Donc oui, trop de possibilités, puis il nous faudrait un peu plus de clarté, ça c'est sûr. Absolument. Et puis d'ailleurs, c'est le seul set où le défi, il est mental, mais émotionnel aussi, parce qu'il se passe dans l'imaginaire. Exact. Donc, au niveau des mots-clés, qu'est-ce que tu associerais justement à cette carte-là? C'est sûr qu'on est dans tout ce qui est, une fois de plus, illusion, les options, ça peut être les rêves carrément, ça peut être de la confusion, encore une fois, parce qu'il y a cette ambivalence entre l'émotion et puis essayer de stratégiser. On parle aussi de désir. Moi, cette carte, quand elle sort, ça peut être un peu, entre guillemets, ma carte de, surtout dans le relationnel, là, quelqu'un qui idéalise une autre personne, qui va dire ah, cette personne-là, c'est un rêve devenu réalité, ou ça peut être aussi dans des situations, donc dans le professionnel ou dans le financier, mais ah, ce serait tellement bien, ce serait un rêve devenu réalité. Puis bien sûr, c'est une carte qui nous appelle quand même à la prudence. Oui, exact. Moi, ça me fait penser un petit peu à la carte du mirage. Oui, tellement. Comme si tu vois une oasis dans le désert, ben, peut-être que en fait, c'est pas le cas. Et après, au niveau des mots-clés négatifs, donc si la carte elle est inversée, c'est l'énergie qui est à son paroxysme, on va dire. Donc ça va être, on va parler de fuite, on va parler d'indécision et on va naturellement parler de désillusion. Tout à fait. Au niveau signification, donc dans la sphère relationnelle, comme tu l'as dit, Roxane, on va parler justement d'idéalisation. Donc ça peut être d'idéaliser une personne. On va parler aussi de choix amoureux parce que c'est vrai que le personnage, il est devant ses couples et il n'a pas encore fait son choix. Il observe les couples. Donc il peut y avoir une hésitation entre peut-être est-ce que je me remets avec la personne, est-ce que je me remets pas avec la personne, est-ce que cette personne me plaît plus que la personne avec qui je suis présentement. Ça peut être plusieurs cas de figure, mais en tout cas, il y a de l'hésitation. Et on peut aussi parler justement d'illusion, comme on l'a dit tout à l'heure. Et au niveau professionnel, ça peut vouloir dire quoi? Au niveau professionnel ici, bien sûr, encore une fois, il y a cette même notion d'option. Ça peut aussi nous parler peut-être d'un manque de direction quand on se dit « Ah, est-ce que je veux me lancer dans telle sphère ou est-ce que je veux plutôt occuper tel poste? » Donc, on est toujours un peu, encore une fois, dans cette espèce de croisement entre le mental et l'émotionnel. Vraiment. Et au niveau des finances, on va penser justement à des promesses qui puissent être floues. On va penser aussi à des risques qui puissent être mal évalués. Oui, tout à fait. Côté dev perso. Dev perso, les questions qu'on peut se poser, ça serait qu'est-ce qui est réel versus qu'est-ce qui est fantasmé. Donc ça pourrait nous permettre justement de faire la part des choses entre la réalité et le désir. Où est-ce que je me perds? Parce que justement, quand on est dans nos fantasmes, on peut se perdre par rapport à la réalité. Donc c'est intéressant de se poser la question. Et enfin, troisième question, quelle option est réellement alignée avec moi? Donc après avant de prendre une décision, ça serait vraiment de faire un choix en âme et conscience de qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Tout à fait. Pour le volet astrologique, on continue la série des signes fixes avec le signe fixe d'eau, donc le Scorpion, et la planète qui transite dans le signe est Vénus. Donc la planète Vénus, c'est la planète, comme vous le savez peut-être, de la beauté, de l'amour, de l'harmonie, et le fait qu'il y ait cette conjonction avec le Scorpion, c'est quand même un signe de beaucoup de profondeur, de beaucoup d'intensité émotionnelle, de subconscient, donc on commence à tomber en fait dans une intensité, une idéalisation de ce que l'émotion devrait être, et c'est ce qui peut parfois justement mener à cette surstimulation émotionnelle ou cérébrale. Donc la planète Vénus, en fait, ça représente beaucoup aussi ce que l'on désire, ce qui nous attire, ce que l'on valorise. Donc c'est sûr que quand on tombe dans les plus profonds de notre âme, ça peut être difficile de ne pas faire de projection. Complètement. Voilà ce qui fait le tour pour notre set de coupe. Tout à fait. On passe maintenant au mental avec le set d'épée. Donc nous, on l'a nommé la stratégie et la fuite. Comme on le voit là au niveau du visuel de ce qui se passe sur la carte, il y a un personnage qui s'éloigne discrètement avec des épées, il regarde derrière lui, donc il a au total 5 épées dans les bras, il en a 2 qui sont plantées à l'arrière. Donc on peut imaginer que c'est quelqu'un qui vient dérober les épées. Souvent c'est ça dans les croyances populaires, c'est qu'il a volé les épées puis qu'il s'en va avec. Donc justement au niveau du symbole des cartes, on va parler de stratégie, de ruse, de dissimulation et puis d'autonomie. Oui, et puis justement, pour faire du pouce sur le podcast que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est très intéressant parce que la dame qui l'anime, elle explique que
chacune des cartes peuvent toujours être interprétées d'une façon ou d'une autre. Puis dans le 7 d'épée, c'est peu clair si la personne est en train de s'enfuir de l'espèce de regroupement ou de camp avec quelque chose qui lui appartenait. Est-ce que cette personne est en train peut-être de venir voler? Donc, comme ce n'est pas clair, je trouve que c'est très symbolique le fait qu'elle parte avec 5 épées, parce que dans tous les cas, elle est en train de mettre en place une stratégie qui l'avantage, elle. Oui. Et ça nous rappelle justement l'énergie du 5 d'épée, qu'on a déjà vu, où est-ce que c'est vraiment une personne qui tente de dominer les autres avec le mental. Donc, le fait que cette personne-là parte avec les 5 et qu'elle en laisse 2 derrière, le 2 d'épée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une carte où est-ce que le personnage avait les yeux bandés. Donc, c'est comme d'essayer de montrer que la personne, elle part avec une stratégie qui l'avantage clairement elle, mais elle se défile d'un conflit possible qui serait symbolisé par les 5 épées, et elle laisse les autres complètement aveugles ou dans le noir vis-à-vis de la situation, le 2 d'épée, les 2 épées qu'elle laisse derrière elle. Donc, c'est vraiment... Ah, j'adore! Ouais. C'est vraiment une carte qui est très intéressante pour ça, et d'ailleurs, si vous regardez les pieds aussi du personnage, c'est difficile de voir dans quelle direction le personnage s'en va. C'est comme s'il essaie de se faufiler, de glisser... C'est vraiment une carte très intéressante à observer. Et puis toujours, quand on se pose la question, on l'avait déjà dit dans un épisode précédent, mais quand on croise une carte, de se demander si nous, on est cette personne-là ou si nous, on subit le stratagème. Donc, où est-ce qu'on se situe dans cette dynamique? Tout à fait. Donc, c'est vraiment un set dans lequel on agit dans l'ombre. Quand on parlait aussi au tout début du fait que le 7, c'était un chiffre qui nous amenait beaucoup à être dans l'introspection, je pense que ça aussi, justement, c'est d'être dans l'introspection de notre mental, au même titre qu'on a été dans l'introspection de notre monde émotionnel avec les couples. Absolument. Au niveau des mots-clés, ce qu'on va retenir justement pour cette carte, on va parler de stratégie, de discrétion, d'indépendance, parce que comme tu me l'expliquais, toute la suite des 7, ce sont des cartes qui sont liées à l'indépendance. Le chariot, c'est quelqu'un qui est autonome, qui agit tout seul. On vous invite à réécouter l'épisode du chariot, mais vraiment, il n'est pas connecté à autre chose. Il agit vraiment selon sa propre intuition. Donc, pour continuer sur les mots-clés, justement, avec toute logique, c'est la carte aussi qui peut symboliser le vol, le fait de voler quelque chose. Ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est par rapport au deck de cartes de Lightseers. On le mentionne souvent, et j'adore, si vous voulez aller explorer un petit peu comment étaient refaites les cartes, c'est que la personne, Chris Anne, qui a créé le deck, elle s'est inspirée de scènes de la vie réelle. Et en fait, elle est allée mettre pas mal d'extra symboles, on va dire, pour essayer de mieux comprendre la carte. Et dans la carte, justement, du 7 d'épée, on voit quelqu'un qui a volé quelque chose, enfin, que la personne elle a vraiment une position... douteuse, on va dire ça comme ça. Et en fait, il y a le soleil qui est dans le coin à droite de la carte. Et ça, ce que ça a bien symbolisé, c'est que les vraies intentions de cette personne sont mises en lumière. Donc il y a stratégie, mais en fait on voit entre guillemets le vrai visage de cette personne. C'est super intéressant que tu dises ça parce que justement dans le même podcast que j'ai mentionné 2 fois déjà, la dame elle nomme aussi que comme Chris Anne, ce qu'elle a fait dans la carte du Rider-Waite, ce n'est pas par hasard que la couleur de l'arrière-plan, ce soit le jaune vif. Ça nous rappelle justement aussi cette luminosité-là, de mettre en lumière qu'éventuellement, même si la personne, elle essaie de faire ça de façon calculée, un peu en douce, ça va se savoir. Ça va se savoir, exactement. Et donc, au niveau des mots-clés qui soient négatifs, donc quand vous tirez la carte à l'envers, si vous utilisez cette méthode, on va bien sûr parler de mensonge, de manipulation et de fuite. Donc, c'est l'énergie mise à son... maximum. Au niveau signification, donc quand on est dans la sphère relationnelle, on pourrait penser justement quand on voit cette carte à des non-dits, à des comportements qui soient cachés, un petit peu comme tu dis là, en douce. Au niveau professionnel, on va parler de stratégie qui soit individualiste, on va parler de travail en solo justement. Et d'un point de vue financier, on va parler de gestion qui soit autonome et prudente parce qu'encore une fois, c'est la carte des stratégies. Donc voilà. Tout à fait. Puis, si je peux me permettre aussi pour la sphère relationnelle, professionnelle ou même financière,
Le 7 d'épée, j'avais déjà entendu une lectrice de tarot expliquer que ça peut représenter, comme on l'a dit, la fuite, mais aussi de l'évitement ou, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un peu comme une forme d'auto-sabotage, où est-ce que parfois on refuse de regarder la réalité en face parce qu'avec notre mental, on trouve toutes sortes de raisons pour justifier certains comportements que l'on a ou... voilà. Donc, ça peut aussi être la carte de... Ah, comment est-ce qu'on dit ça en français? Je sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis désolée, j'arrête pas de sortir des mots en anglais. La carte du self-deception. Donc, c'est ça. Ouais, de se décevoir soi-même, finalement. Voilà, de l'autodéception, exactement. Puis, dans une dynamique relationnelle, ça peut aussi être l'évitement d'une conversation qui soit importante à avoir. Oui, c'est une forme de stratégie aussi. D'accord, ok, super intéressant. Et si on parle justement de développement personnel, qu'est-ce que ça serait les questions qu'on pourrait se poser si on croise cette carte-là? Bien, c'est sûr qu'on peut se poser la question justement, est-ce que je suis en train d'éviter quelque chose ou est-ce que quelqu'un autour de moi est en train d'éviter un sujet? Est-ce que quelqu'un ou moi-même manquons de transparence? Quelle est la meilleure stratégie aussi pour moi? Parce que dans son penchant positif, des fois, c'est une carte qui nous suggère d'être stratège, surtout si on se retrouve dans une position où est-ce que clairement on peut se faire manger la laine sur le dos. Il faut être stratège. Parfait. Donc voilà, et puis pour conclure avec le volet astrologique, ici on continue avec le signe fixe d'air, c'est-à-dire le Verseau. Donc pour le Verseau, c'est la Lune ici qui va transiter dans son énergie. Alors, la Lune, ça représente notre subconscient, nos émotions, nos instincts, notre besoin de sécurité. Donc, souvent, ça va représenter un peu nos motifs, entre guillemets, qui soient cachés. Et le Verseau, comme vous le savez, peut-être, c'est un signe qui est non seulement reconnu pour sa grande clarté mentale, son objectivité, mais aussi sa façon de réfléchir qui est peu conventionnelle. Donc, le Verseau, il va savoir quand c'est le temps de prioriser la tête versus le cœur. Et donc, c'est comme une combinaison assez puissante où est-ce qu'il y a un détachement de l'émotionnalité pour pouvoir parvenir à des motifs qui soient peut-être cachés ou qui représentent les besoins cachés de cette personne-là. D'accord. Ok. On y va avec le 7 de denier? Allons-y. Alors, le 7 de denier, on a trouvé que ça pouvait être la carte qui pouvait être représentée par le mot évaluation. Donc, au niveau du visuel, on voit un personnage qui observe un arbre qui porte des deniers. De la façon dont il se tient, en fait, le personnage, on voit qu'il est appuyé sur son outil de travail. Donc, potentiellement, que c'est lui qui a mis en place cet arbre, ou du moins le jardin dans lequel il se trouve. Et puis, on peut imaginer qu'il est justement en train d'attendre que ces deniers fassent des deniers. Oui, bah oui, c'est tellement vrai. Au niveau de la symbolique, justement, ça va nous parler de tout ce qui est patience, évaluation, attente et surtout investissement. Tout à fait. Donc ici, vraiment, c'est question d'observer au final ce que l'on a semé et puis non seulement d'être dans l'attente, comme tu l'as si bien mentionné, mais aussi éventuellement, une fois qu'on aura vu des fruits, bien, d'évaluer parfait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Encore une fois, d'être un peu dans cette énergie de stratégie pour que ça continue à porter ses fruits. Absolument. Mais c'est sûr que là, on est dans les deniers, donc on va parler de temps et de patience. Ça, c'est une énergie qui est plus lente. Oui. En général, les deniers, ça s'associe à des années plus tôt. Oui. Donc, voilà. En termes de temporalité. Exact. Au niveau des mots-clés, donc sans surprise, on va parler de patience, on va parler de réflexion, on va parler de progression et on va parler d'attente. Et enfin, d'un point de vue négatif, si l'énergie est un petit peu trop accentuée, on pourrait être dans une énergie justement de frustration par rapport à cette attente, d'avoir aussi une sensation de stagnation et de doute par rapport au fait que l'arbre donne des fruits finalement. Tout à fait. Puis si je peux rajouter une petite suggestion pour votre liste de mots-clés à l'endroit, c'est aussi une carte qui nous parle, sans surprise, d'investissement. Donc, comme on l'a vu, quand on transite à travers les cartes de 6, les 6, ce sont les choix que l'on doit faire avec notre cœur, et les 7,
ce sont les choix et les ancrages, les points de direction que l'on se donne. Donc, quand vous voyez un 7 de denier qui apparaît, ça peut vous parler aussi de ce dans quoi vous avez activement choisi d'investir votre énergie parce que possiblement, vous auriez pu avoir d'autres options, mais c'est celle-là dans laquelle vous allez investir votre temps. Super. Si on y va avec la signification, donc pour être un petit peu plus, on va dire, précis, signification relationnelle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors ici, bien sûr, on peut parler d'une relation dans laquelle nous avons choisi d'investir et donc elle est en développement. Puis ça peut aussi indiquer que c'est une relation qui est doucement en train de se construire. Donc il faut lui donner le temps de mûrir et en même temps de continuer aussi à faire comme ce jardinier, c'est-à-dire lui donner de l'eau, lui donner du soleil, donc de poursuivre notre dévotion. Exactement. Dans la sphère professionnelle, sans surprise, on parle de projets qui soient en croissance lente. Croissance, quand même, parce qu'on est sur les deniers, donc on va récolter quelque chose, mais c'est lent. Donc il faut être patient. Au niveau financier, sans surprise aussi, on va parler d'investissements qui soient à long terme. Donc il ne faut pas s'attendre, par exemple, comme dit le proverbe africain, à ce que l'on puisse tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Il faut vraiment donner le temps aux choses. Ok. Et au niveau développement personnel, donc les questions qu'on peut se poser quand on voit cette carte qui sort, ça serait de se demander est-ce qu'on est trop impatient? Qu'est-ce qui est déjà en train de pousser? Et ai-je confiance dans le processus? Pour le volet astrologique, sans surprise, on termine avec le signe fixe de Terre, donc le Taureau. Et ici, c'est la planète Saturne qui transite dans le signe. Donc ici, on parle vraiment d'une combinaison qui soit entre guillemets, lourde ancrée parce que le signe fixe du Taureau, c'est le signe le plus ancré de tous les signes du zodiaque. Et la planète Saturne, c'est la planète de tout ce qui est discipline, temps, karma, limite. Donc, c'est vraiment la planète qui nous rappelle qu'il faut être persistant et qu'il faut travailler fort. Donc, si on combine justement avec le Taureau, mais le Taureau, il est très, très patient, mais en même temps aussi, parfois, il peut être résistant au changement. Donc, dans cette combinaison-là, justement, ça nous invite justement à ralentir, à continuer nos efforts soutenus, mais quand il faut faire des choix, il faut peut-être aussi savoir comment pivoter et réorienter notre énergie si l'investissement ne porte pas ses fruits. Très intéressant. Donc maintenant, si on y va en récapitulant un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc le 7 de bâton, énergie du feu, on va parler de défense et d'affirmation. Le 7 de coupe, énergie de l'eau, on va parler d'illusion et de choix. Le 7 d'épée, énergie de l'air, on va parler de stratégie et de fuite. Et enfin le 7 de denier, avec l'énergie de terre, parce qu'on voit un potager, donc c'est logique. On a la patience et l'évaluation. Donc les 7, comme vous l'avez compris au cours de cet épisode, c'est vraiment une mise à l'épreuve personnelle. Dans le 7 de bâton, par exemple, on nous parle de tenir sa position. Dans le 7 de coupe, ça va être de faire un choix clair parmi toutes les options. Le 7 d'épée, ça va être d'agir avec stratégie. Et le 7 de denier, ça va être justement la position de faire preuve de patience. Je trouve ça intéressant parce que dans tous les cas, on sent vraiment cette espèce de tiraillement que l'on a observé dans la carte du chariot entre les forces opposées qui puissent en fait animer un être humain. Et puis, dans chacune des cartes, on voit qu'il y a toujours un tiraillement qui est présent aussi. Absolument. Donc pour conclure cet épisode, on y va avec un cas fictif et applicatif. Donc c'est notre rubrique de tirage à 3 cartes pour vous montrer comment interpréter justement les cartes qu'on vient de voir dans le cadre d'un tirage. Aujourd'hui, on a voulu y aller avec une question fictive qui serait sur la sphère relationnelle. Donc pourquoi cette relation est-elle compliquée? Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on y aille avec 2 sets. Ça pourrait être le 7 de coupe et le 7 d'épée. Allons-y. Allez. Je vais juste les placer en avant et puis on va aller en choisir une troisième pour voir comment on pourrait l'interpréter. Petit moment ASMR que vous aimez tant. Je te laisse en choisir une. Et nous avons la reine de coupe. Ah bah parfait. En plus, j'avais envie que ce soit un personnage de la cour parce que ça arrive pas à chaque fois, donc c'est parfait. Donc c'est sûr que c'est un tirage fictif. Là, on a choisi 2 cartes sur 3, c'est beaucoup. Mais dans le cadre d'un tirage qui soit réel, vous êtes en connaissance un petit peu des éléments, vous avez votre ressenti pour savoir qu'est-ce qui pourrait bloquer. Mais le fait qu'il y ait un personnage qui sorte, ça peut nous donner une indication.
Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, comme toujours, on aime vous rappeler que ça peut à la fois représenter votre monde intérieur et aussi parfois ça peut représenter quelque chose à l'extérieur. D'autres fois, ça va être soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est pour ça que Cheyenne, ce que tu mentionnes, c'est très pertinent de vous écouter toujours, d'écouter, voilà, ce que votre intuition vous dit. Ici, comme on a une reine de coupe qui sort, ça peut représenter soit votre monde émotionnel ou sinon ça peut représenter une autre personne qu'il faille inclure dans l'équation. Donc, cette personne-là, si par exemple vous êtes un homme, ça peut représenter votre partenaire, mais si par exemple vous êtes une femme qui est en relation avec un homme, eh bien cette autre femme-là, ça pourrait être quelqu'un dans son environnement qui a un impact. Comme ce sont des couples, ça peut représenter justement une personne qui a un lien émotionnel proche ou qui cherche en fait à établir une relation émotionnellement, c'est ça, de proximité avec votre partenaire. Donc, ça pourrait par exemple être une mère, une sœur, une amie, ça pourrait être possiblement un intérêt romantique. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, faites toujours attention à ce que vous allez discerner et proposer à la personne à qui vous allez lire les cartes. Mais c'est ça. Ici, pourquoi cette relation est-elle compliquée? C'est sûr que si on a un set de coupe et un set d'épée, on n'a pas vraiment le choix d'au moins considérer l'option qu'il y ait une troisième personne dans le mix qui puisse venir créer de la confusion dans votre relation. Exact. Parce que justement, si on se penche sur les deux sets, comme on l'a compris au cours de l'épisode, le set de coupe et le set d'épée, le set de coupe, ça va montrer possiblement qu'il y a plusieurs choix sur la table pour la personne ou pour vous, dépendamment de comment vous interprétez la chose. Et le set d'épée, ça peut marquer justement le côté un petit peu stratège, un petit peu manque de transparence, etc. Donc, il pourrait y avoir quelque part une histoire de désillusion où tout n'est pas dit. Mais en tout cas, tout va être dit, parce que comme on se souvient, le set d'épée, il y a quand même le ciel en arrière qui est jaune, donc qui symbolise le soleil, donc la clarté. Donc vous devriez être rapidement au courant si jamais il y a une troisième personne ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc, c'est sûr que là, on vous mentionne une troisième personne, mais dans le triangle, ce n'est pas toujours nécessairement un autre candidat ou une autre candidate. Ça pourrait, par exemple, je donne encore une fois l'exemple de la mère, parce que la mère, ça peut être une reine de coupe pour un homme. Ça peut représenter quelqu'un qui l'aime beaucoup, qui veut beaucoup le materner. Et si c'est une mère qui est très présente, par exemple, dans la vie de son fils, un peu mère hélicoptère, avec le 7 d'épée, ça pourrait être une mère qui fait des commentaires à son fils et qui vient créer, par exemple, avec le 7 de coupe, de la confusion émotionnelle pour lui. Parce que peut-être qu'il se sent tiraillé entre vous et sa mère, peut-être que sa mère, elle lui fait des remarques qui lui font remettre en question ce qu'il ressent, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important de considérer toutes les options sur la table. Et si vous faites la lecture de cartes à une autre personne, essayez d'aller justement, sans aller directement lui dire « je vois une troisième personne », essayez d'aller peut-être tâter le terrain pour comprendre qui pourrait être cette troisième personne qui pourrait avoir une incidence sur votre relation. Absolument. Ça, c'est vous qui le savez, si vous faites le tirage pour vous-même. Oui. Donc, on s'arrête là pour l'interprétation de cette suite de cartes. Tout à fait. Parfait. Au niveau du mot de la fin, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que le 7, il nous enseigne que la plus grande bataille est souvent intérieure. Il nous invite à clarifier, à assumer, à choisir et à faire preuve de discernement par rapport aux aléas que l'on peut rencontrer, aux différentes options, etc. Parce que ce n'est pas le monde extérieur qui décide, c'est la manière dont on choisit de s'y positionner. Tout à fait. Un enseignement clé du chariot. Donc, bien sûr, ça conclut notre épisode sur les 7. On espère, comme à l'habitude, qu'il a été riche en informations. Pour la suite, nous allons nous pencher sans surprise sur la suite des 8, donc qui va venir nous montrer l'importance du mouvement, de l'accélération, de la vitalité, de la détermination, de la transformation. Donc, on a très hâte de vous en parler dans de plus amples détails. Exact. Donc, si vous avez aimé l'épisode du jour, n'hésitez pas à nous laisser un beau review sur la plateforme d'écoute avec laquelle vous écoutez le podcast. Vous pouvez aussi simplement mettre les étoiles, le nombre d'étoiles de votre choix si vous appréciez le contenu. Nous, ça nous fait toujours plaisir, puis ça soutient notre travail, donc n'hésitez pas. C'est gratuit pour vous, puis nous, ça nous aide beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans 3 semaines. À dans 3 semaines.